Alors que moi, je suis en enseignante. fonctionnement. Ouais, j'étais enseignante. Moi, je fonctionne toujours. Vous êtes tous les deux de l'éducation nationale? Elle était, Il je se suis. trouve, ouais. Il se trouve que c'est ça. Alors je vous laisse vous représenter pour les spectateurs. Bon, alors moi, je m'appelle Vincent Tournier. Je suis représentant syndical FSU Trégor pour le Trégor et enseignant en CM1, CM2 à l'école du Ruscat. Oui, je vais essayer. Corinne Nedelec, je suis... Je sais. Ah bon. Ça y est. Je suis responsable des retraités de l'UNSA et membre du bureau de l'Union départementale UNSA des Côtes-d'Armor. Et pendant des années, tu t'es occupé d'autonome. Non. Exactement. Oui, c'est ça. Alors Je m'en souviens, faire je me rappelle. les présentations après, mais là on se retrouve en fait à peu près 2h30 maintenant avant cette séance qui pourrait être décisive à l'Assemblée nationale. Pour l'instant on ne sait pas encore si le projet de loi sera soumis au vote ou si un 49.3 sera déclenché. Vous êtes dans quel état d'esprit en fait tout simplement? Ah bah, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et je me dis que, au lieu de prendre un an, pour le 16 mars, je prends 2 ans. 2 ans de plus, où je me retrouve à attendre, au lieu de passer à 62 ans, 64 ans. Ça fait beaucoup. Parce que quand je pense à la pénibilité qu'on a eue en termes de modification, de changement, tu penses que toi, à l'autonome, tu as dû voir pas mal de situations dans ce genre-là, où le départ en retraite, il y a encore du temps des enseignants, du temps des instits, c'était à 55 ans. On a quand même pris 9 ans. En 15 ans, on a pris 9 ans De travail supplémentaire. C'est beaucoup. Bon, après, il y a encore la réforme Touraine, avec l'accélération, passer de 42 à 43 annuités. Et donc, moi, pour ce qui me concerne, je suis sur une décote à 67 ans. 67 ans, quand je vois beaucoup de mes collègues qui sont déjà usés à 55, 58, 59, je vois mal en fait les gens partir à la retraite à 64. À mon avis, on aura beaucoup de gens qui vont s'arrêter avant, qui vont passer en burn-out, qui vont être obligés de démissionner. J'ai une collègue là tout récemment, 58 ans, burn-out il y a 2 ans. Elle démissionne de l'éducation nationale, elle fait autre chose parce qu'en fait elle sait qu'elle ne peut plus tenir une classe. Et on va se retrouver avec plein de gens qui seront dans ce cas-là. Et moi, je rencontre beaucoup de collègues puisque en fait, je fais des simulations de retraite pour les personnes de l'UNSA, le syndicat l'UNSA. Et on se retrouve avec énormément de collègues qui sont contraints d'être en invalidité parce qu'ils ne sont plus capables de continuer à travailler. Et donc, on va constater un transfert de... Les gens n'attendront pas la retraite, ils seront en invalidité, mais ça aura un coût monstrueux pour la sécurité sociale. Donc, ou pour eux. Parce que d'un coup, ils vont voilà. décider de partir et il y aura la décote. Ouais. Et n'est-ce pas quelque part une volonté que de diminuer les pensions en poussant les gens à la retraite à 62 parce qu'ils sont déjà en invalidité et ainsi de suite. Et les enseignants ne sont pas les seuls concernés. Tu parlais des enseignants qui ont pris 9 ans en 15 ans. C'est le cas aussi des infirmières. J'ai fait un calcul de retraite pour une infirmière de l'éducation nationale avant-hier. C'est une personne qui a commencé un petit peu tard et qui a 62 ans. Et donc qui espérait ne partir que dans 1 an et demi. Pour essayer d'avoir un petit peu de surcote parce que autrement ça faisait une retraite un peu juste. Et en fait là elle découvre qu'elle non seulement qu'elle ne va pas pouvoir avoir le choix, mais elle va être obligée d'attendre 64 ans et à 64 ans elle n'aura plus de surcote. Elle va perdre 250 € par mois. Quand on dit que les femmes sont particulièrement touchées, en voilà un exemple flagrant. En fait, le projet de loi, c'est rapidement. C'est la première fois que ça arrive. Ça fait un moment que j'ai des responsabilités syndicales. Et jusqu'à présent, quand il y a eu des réformes de retraite,
bien souvent elle ne s'appliquait qu'elle ne s'appliquait pas pour les personnes qui allaient partir dans les 5 ans qui allaient venir, quoi. Et là, cette fois-ci, la réforme est votée en mars, ou pas votée, on verra, mais enfin, si elle est votée en mars, elle est applicable 6 mois après. On n'a jamais vu ça, quoi. Jamais vu ça. Est-ce que vous aviez déjà vu un mouvement sur les retraites aussi suivi à la Lyon Pas aussi long. Enfin, sur la longueur, on est à la 8e manifestation. Bon là c'est plus ou moins la 9e, mais en termes de suivi, de participation, c'est vraiment énorme. Et ce qui se passe, c'est que on a vu des renouvellements à chaque fois au moment des manifestations. Une fois les familles, une fois les gens en grève, et vraiment on sent qu'on a touché toute la population. Je peux donner un exemple. Je me suis mis en grève pour toutes les manifestations. Je n'ai pas eu une protestation. Une seule protestation des parents. Aucun. Vraiment personne. Et même certains qui protestaient habituellement sont dans les cartages. C'est quand même un signe en termes d'adhésion. Vous étiez dans la délégation qui a rencontré Éric Bothorel Moi non, moi j'ai rencontré Michael Cosson. Enfin, d'accord. Ouais. Donc, effectivement, ça a été redit au micro tout à l'heure, mais le député hier a réaffirmé son vote favorable. Par téléphone, visiblement. Par tweet. Ah oui, sur les réseaux sociaux. Ouais. Ah oui, tweet. Et il a le justifié son vote par le fait que les oppositions n'auraient pas présenté d'alternative pour préserver le régime de retraite par répartition. Effectivement, on peut l'écouter. On a bien vu que pendant les 15 jours qui ont été réalisés à l'Assemblée, il y a eu énormément de manifestations et de communication sur le blocage parlementaire, alors que je crois que les oppositions de gauche ont présenté toutes les possibilités qu'il y avait dans le budget pour retrouver l'argent qui manquait. C'est-à-dire, soi-disant, puisque je rappelle qu'un budget, il suffit juste de déplacer des choses, de choisir des priorités pour décider s'il y a un trou, s'il n'y en a pas. On va se retrouver, par exemple, dans pas mal de pays, il y a eu des prélèvements sur les super profits dus aux flambées de l'énergie. Pas en France. De la même manière, nous avons aussi la possibilité de chercher travailler un petit peu plus sur l'évasion fiscale. Et cette évasion fiscale qui est de l'ordre de 80 à 100 milliards, alors que là, on cherche 15 milliards. Et puis, on a aussi effectivement la modification de l'assiette. Quand on entend les caissières, par exemple, qui disent qu'elles sont remplacées par les caisses automatiques, elles disent nous on verse des cotisations sociales, mais les caisses automatiques là, elles versent aucune cotisation sociale. Donc, on revient au super profit. Mais je reviens encore sur une dernière chose. C'est effectivement différents éléments qui ont été mis en place au cours des années précédentes, avec moi je pense par exemple au quoi qu'il en coûte, où on a versé à un moment donné des sommes faramineuses aux entreprises pour qu'elles continuent à fonctionner. Et puis sans aucune surveillance, aucun contrôle, aucune contrepartie. Et on a vu des gens qui se sont retrouvés à télétravailler tout en ayant des entreprises qui touchaient de l'argent pour pouvoir échapper, pour pouvoir les payer. Donc il y avait un travail, mais en même temps la société payait. Et donc on a vraiment eu un moment terrible de transfert de l'argent sociétal vers un argent privé, d'ailleurs qu'on a constaté, puisque les personnes qui se sont le plus enrichies au cours du confinement, ce sont les multimilliardaires qui ont quasiment doublé leur fortune. Ça veut bien dire que quelque part, l'argent social est parti vers les fortunes. Sur les super profits, le député, je crois qu'il vous l'a dit aussi lors de cet entretien la semaine dernière, on ne sait pas dans 10 ans si on aura de tels profits, donc si c'est une ressource qui est pérenne. Prenons l'argent là où il est maintenant.
L'argent, c'est pas pérenne. Ben, prenons Vespasien. Pendant un moment, il avait plus d'argent. Il a mis un impôt sur l'urine. Pourquoi est-ce qu'au moment où on a de l'argent qui rentre parce que le pétrole est extrêmement cher, on augmente les taxes sur le pétrole. Les pétroles baissent, on baisse les taxes. Mais c'est au moment où l'argent est là, il faut le prendre au lieu de le renvoyer sur de l'actionnariat qui ensuite va le faire disparaître en évasion fiscale. On a très nettement l'impression quand même que ce quoi qu'il en coûte qui a été mis en place par le gouvernement, ce sont les travailleurs en bossant 2 ans de plus là qui vont payer ce quoi qu'il en coûte, quoi. Donc c'est vraiment insupportable, quoi. Taxe sur la vie. Voilà. C'est ça. Ouais. On a relativement peu, alors en tout cas à l'Assemblée nationale, peut-être dans les cortèges ça a été plus le cas, mais parler du travail et que faire des gains de productivité, notamment on voit dans les grandes surfaces, vous citiez la situation des caissières, le numérique qui nous accompagne de plus en plus, y compris dans l'éducation nationale, ça a pu, dans certains secteurs d'activité, créer des grands gains de productivité et pourtant les salaires n'ont pas été réévalués et le temps de travail, certains voudraient le réduire en fait. Une revendication, pas forcément de vos syndicats, mais la CGT c'est les 32 heures je crois. Vous en êtes où par exemple sur cette réflexion du temps de travail et de que faire du travail? Ouais, nous d'abord la première chose c'est que là il parle de discuter d'une loi travail. Il est évident que cette loi travail elle aurait dû soit être présentée avant, soit englober la retraite, mais voilà, on n'a pas compris pourquoi c'était fait dans ce sens-là. Ça a été fait pour passer le plus vite possible. Voilà, ouais. C'était un projet, tout a été organisé pour qu'il y ait le moins possible de discussions, même si actuellement la communication c'est laissons le temps parlementaire, laissons le temps aux parlementaires de discuter, mais en choisissant un véhicule parlementaire qui soit une loi rectificative de la sécurité sociale pour travailler en 55 jours, en réduisant au maximum les amendements, en votant des lois, en faisant disparaître des amendements au Sénat et ainsi de suite. L'objectif c'était vraiment de réduire au maximum le temps de la discussion pour permettre un vote rapide car il savait bien que la contestation serait là. Il l'a vu, on est quand même sur un combat qui n'a pas 2 mois. On est sur un combat qui a commencé pour moi le 5 décembre 2019. Et alors sur le travail, c'est une discussion un peu plus philosophique, mais vous avez une réflexion là-dessus Nous, on souhaite en fait l'idée de partager le travail, ça devrait quand même, on devrait y réfléchir, quoi. C'est la première fois qu'on a une réforme qui va augmenter le temps de travail depuis des années. On avait eu une baisse du temps de travail avec les 35 heures, on avait eu premièrement la retraite à 60 ans, on était passé de 40 heures à 35 heures, enfin on a eu que des améliorations et là brutalement on repart dans l'autre sens, quoi. C'est pas le sens du progrès, quoi. Le progrès de passer à une semaine de 4 jours, pourquoi pas? Ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir, mais pas complètement repartir dans l'autre sens, quoi. Pour nous, ça paraît aberrant. Disons qu'on voit que ces contre-réformes sont quand même faits pour capter les gains de productivité et qu'ils ne soient pas mis au service des travailleurs. On ne parle jamais d'ailleurs de la productivité des Français qui est pourtant énorme, hein. Donc par rapport à nos voisins, on nous présente toujours les voisins pour nous dire qu'ils font mieux que nous, sauf qu'en termes de productivité, c'est quand même la France qui est championne, quoi. Un dernier mot du coup, le temps qu'on parle, on s'est rapproché d'une dizaine de minutes de peut-être l'issue parlementaire en tout cas. Je ne sais pas si ça sera le cas de la mobilisation sociale, mais avec ce vote ou pas, est-ce que vous êtes confiant ou non Je pense que ça fait des semaines que la fébrilité est plutôt du côté du gouvernement.
On l'a vu avec un ministre aux abois, M. Dussopt, qui a montré, en le disant qu'il n'avait pas craqué, en craquant. On a vu aussi Emmanuel Macron venir exceptionnellement aux réunions de groupe parlementaires lundi. On a vu des réunions les unes après les autres. On a vu qu'il compte les gens. On a vu hier encore l'interview de monsieur député Molac qui dit on m'a téléphoné pour me demander qu'est-ce que je voulais dans mon département, qu'est-ce que je voulais dans ma circonscription pour avoir droit, pour que mon vote passe en pour, mais j'ai tellement protesté que c'est non. On voit bien quand même qu'il y a tout un travail de tractation, de petits arrangements qui a été fait notamment avec le groupe LR qui s'est quasiment scindé au niveau de l'Assemblée, et on sent que la fébrilité est là-bas. Et il sait que cette réforme est très impopulaire, et je reviens sur les débuts, et ça se ressent dans la rue depuis le début. Le gouvernement fait du lobbying envers les parlementaires. Il propose des cadeaux quasiment aux parlementaires. Ça paraît incroyable. Nous, on appelle les parlementaires à voter en leur âme et conscience. Ceux qui ne sont pas, se disaient pas complètement déterminés, on leur dit ne vous abstenez pas. Vraiment, votez contre, quoi. L'abstention, si vous avez envie de quitter les bancs au moment où on va voter pour que votre vote ne... Bah non, votez contre, allez au bout, quoi. Vous allez regarder LCP là cet après-midi Vous travaillez peut-être. Ça va être difficile de le faire, mais je verrai ce que donne le résultat. De toute manière, on aura sans doute l'information qui arrivera par les médias. Ouais, on a l'intersyndicale nationale se réunit ce soir, donc on aura aussi la position de l'intersyndicale ce soir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Un part photo aussi.